Bonsoir, révérends pères, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, bienvenue à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Nous commençons notre rencontre par l'hymne national et l'hymne de l'USJ. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons ce soir à l'amphithéâtre Leila Turki de la Bibliothèque orientale pour le lancement de la chaire d'études phéniciennes à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. En effet, à l'initiative du professeur Roland Tombe, chercheur en langue sémitique, et suite à l'accord du recteur, le professeur Salim Dakash, et du conseil de l'université, une chaire d'études phéniciennes a été créée au sein de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth en juin 2023 afin de promouvoir par l'éducation et la recherche la connaissance de la civilisation, de la langue et de l'histoire phénicienne. La parole est au professeur Salim Dakash, recteur de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Monsieur le ministre Ibrahim Najjar, Madame la ministre Marie-Claude Najm, Madame Maha Chalabi, Madame la titulaire de la chaire études phéniciennes, Mesdames et Messieurs les vice-recteurs, les doyens, les directeurs, chers amis si nombreux de la chaire des études phéniciennes. Ahla ou sahla. Je ne saurais pas dire ça en phénicien, mais comme si c'était. Je voudrais vous saluer toutes et tous ici présents dans cette salle de la Bibliothèque orientale et dans l'autre salle adjacente qui est aussi pleine de monde. Et je voudrais aussi saluer toutes les personnes qui ont rejoint la cérémonie en ligne. Encore une fois, ahla ou sahla. Quel beau moment qui nous donne la chance, au cœur même des difficultés et des problèmes, de revenir à nos ancêtres les Phéniciens, ila ajdadina al-Phéniqiyin. Évidemment, mes premiers mots vont à des remerciements que je devrais exprimer. En premier lieu, à Madame Maha Khalil Chalabi, qui depuis 2018 n'a cessé de solliciter notre université de loger les deux associations de sauvegarde de tir et celle des cités phéniciennes et l'Institut de recherche et d'études phéniciennes. Je voudrais saluer en vous, Madame, le courage et l'enthousiasme contaminateur de ceux et celles qui veulent faire quelque chose pour la Phénicie. Vous venez d'attribuer à la chaire votre propre bibliothèque phénicienne, si précieuse de 1988 ouvrages. Elle est déjà ici même au 4e étage de ce monument dans les locaux de la chaire et je voudrais vous applaudir très fort.
Mes remerciements à celui qui a réveillé l'idée de cette chaire d'études phéniciennes, le doyen honoraire Dr Roland Tombe. Attendez la fin pour applaudir. Qui m'a bien poursuivi comme mon ombre durant plusieurs mois, même si j'étais acquis à l'idée, autant que lui, pour que ce projet de chaire d'études phéniciennes voie le jour et trouve son aboutissement. Cher Roland, votre amour pour la Phénicie et son héritage linguistique et culturel vous a amené à introduire l'apprentissage de cette langue bien sémitique dans le programme des études en médecine. Vous n'aviez deux yeux que pour Madame le professeur Françoise Briquel-Châtenay, pour qu'elle soit titulaire de la chaire d'études phéniciennes à l'UEJ, au vu de ses travaux scientifiques remarquables sur les Phéniciens. Donc, c'est un premier donc. Mes remerciements vont à Madame Françoise, docteur en histoire, directrice de recherche au CNRS et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 2021, qui accepta de prendre en main la chaire. Je me souviens, chère Madame Françoise, de votre geste lors de votre investiture à l'Académie des inscriptions et de belles-lettres, lorsque vous avez tenu à ce que toute donation vienne ici à la Bibliothèque orientale pour l'aider et la seconder. On peut applaudir aussi très fort. Donc, un deuxième donc. Mes remerciements vont à M. Joseph Rustom, directeur de la Bibliothèque orientale, de cette bibliothèque patrimoniale, qui accueillit favorablement l'idée d'accueillir au sein de la bibliothèque les services de la chaire en y préparant avec un temps record les locaux de la chaire. Un remerciement de tout cœur au service de l'université, le SPCOM, le service de la conservation du patrimoine immobilier, la fondation de l'UEJ, qui réussit à collecter des fonds pour le démarrage de la chaire, et à toute autre personne qui a donné de son temps et de sa bourse, nos chers donateurs, pour que l'amour de nos ancêtres, les Phéniciens, ne soit pas du romantisme plat, mais un engagement scientifique et humain qui voit l'UEJ comme première université libanaise s'intéressant aux travaux scientifiques sur cette thématique si importante, les Phéniciens. La chaire avait besoin d'une bonne gouvernance. C'est ainsi, après réflexion et consultation, 3 conseils ont été créés. Le premier, un conseil des membres honoraires, présidé par Mme Maha Al-Khalil Chalabi, qui saura comment aider notre chaire pour qu'elle puisse rayonner. Un deuxième conseil scientifique international que préside Mme Briquel-Châtenay. Un troisième conseil d'orientation dit de Beyrouth que préside le professeur Roland Tombe avec M. Maroun Khoreish comme directeur exécutif de notre chaire. Tout cela pour dire et affirmer que ce projet ne sera pas seulement une initiative sans lendemain, mais une chaire qui marquera les études phéniciennes, et ce dès à présent par la conférence qui ouvre déjà des perspectives de mieux connaître les réalités du monde phénicien. Justement, ce monde phénicien, ou bien ce monde des Phéniciens, allant géographiquement du Garit jusqu'à Akka, présent dans des documents avant le XIXe siècle, prit corps d'une manière décidée avec la trouvaille aidée par le hasard d'un sarcophage phénicien par l'archéologue Aimé Péritier dans les jardins de Saïda en 1844. Depuis, il y eut comme une course aux antiquités et aux fouilles qui permit d'identifier les principaux sites phéniciens ainsi que des vestiges, signes d'une forte présence de tout un peuple qui a laissé des traces d'une civilisation menée par un peuple d'entrepreneurs d'une haute qualité. Désormais, les diverses études historiques nous disent que l'alphabet phénicien est un système accompli où chaque signe note un phonème dévoilant une simplicité qui a favorisé sa diffusion. C'est cet alphabet porté par les Phéniciens commerçants et navigateurs qui va les aider à devenir des créateurs et des constructeurs de navires. Hier même, un ami me disait que l'une de ses connaissances, et même parente, était parmi les voyageurs du navire
construit selon le modèle phénicien qui a traversé l'Atlantique sans aucun problème. Sillonnant les mers, les Phéniciens deviennent des médiateurs de rencontres, de cultures, de diffuseurs d'art aux multiples, sans parler des coupes sidoniennes si chéries par les Grecs eux-mêmes. Dans ce sillage, l'on a découvert et l'on découvre toujours ce qu'était la religion pour nos Phéniciens, un jumelage de l'archéologie, l'iconographie et la numismatique nous aident à mieux identifier les temples, le mobilier cultuel et les divinités d'un assez riche panthéon célébré durant un cycle annuel. Et enfin, la question traditionnelle qu'on va s'opposer. Sommes-nous les Libanais, les descendants des Phéniciens? Au niveau des analyses biologiques et génétiques, d'après certains laboratoires autorisés ou non autorisés, je ne sais pas, monsieur le doyen, il y aurait 60 à 65% des descendants de la souche phénicienne des Libanais. Mais à mon avis, si le critère est l'entrepreneuriat, la créativité et la mobilité, nous serons tous des Phéniciens. Vive la chaire des études phéniciennes, vive le Liban! Merci, monsieur le recteur. Originaire de la ville de Tyr, où elle a vécu une jeunesse riche en expériences et en découvertes, Dr Maha El-Khalil Chalabi a fondé et est membre actif de plusieurs associations humanitaires. Pour ne citer que quelques-unes de ses réalisations, elle fonde à l'UNESCO l'Association internationale pour la sauvegarde de Tyr, qui deviendra organisation internationale non gouvernementale partenaire de l'UNESCO. Elle crée la Fondation Tyr à Genève et la Ligue des cités cananéennes, phéniciennes et puniques. En 2014, Madame Chalabi fonde à Beyrouth le Centre de recherche sur les civilisations cananéennes, phéniciennes et puniques pour encourager la recherche, préserver les sites historiques autour de la Méditerranée et développer le tourisme culturel. Outre plusieurs distinctions qu'elle a reçues, Maha El-Khalil Chalabi est nommée ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO en février 2016. Dr Maha El-Khalil Chalabi, à vous la parole. Monsieur le recteur, mesdames, messieurs, chers collègues et amis, le passé, le présent et le futur doivent être les 3 points d'ancrage pour tout être humain. C'est en me posant sur mon passé d'étudiante à l'Université Saint-Joseph que j'ai appris le sens et l'importance de la culture et des civilisations. C'est pourquoi, dans le présent, j'ai souhaité vivement que la chaire d'études phéniciennes se monte à l'Université Saint-Joseph et non ailleurs, pour que l'avenir puisse offrir aux futures générations intéressées par la Phénicie et la Méditerranée toutes les richesses de notre histoire. Ainsi, je suis profondément heureuse de voir cette chaire en chair et en os, ici aujourd'hui. La bibliothèque de plus de 2000 ouvrages que je cède à votre université, à cette occasion, recèle des trésors trouvés et complétés durant un demi-siècle. Prenez-en soin, s'il vous plaît. Je tiens à remercier Monsieur le recteur de l'Université Saint-Joseph, le révérend père Salim Dakash et le conseil de l'USJ qui ont permis la création de la chaire d'études phéniciennes. À cette occasion, j'aimerais présenter au recteur un petit souvenir. Un souvenir qui complète la bibliothèque. C'est papier, c'est lourd aussi. Alors, en l'occasion, c'est la mission de Renan, la mission de Phénicie,
la mission en planche, toutes les planches de la mission de Phénicie. Merci. Tire شوي. Mon Père, votre engagement absolu pour le Liban d'avenir est la clé de ce projet qui devient réalité aujourd'hui. Votre amour pour l'éducation et la recherche, doublé de votre attachement à notre héritage culturel, sont des sources d'inspiration pour nous tous. Votre bienveillance n'a d'égal que votre générosité. Que Dieu vous garde en pleine forme. Je tiens également à exprimer toute mon admiration à la professeure et académicienne Françoise Briquel-Châtonnet, qui sans hésitation, ni faille. Je tiens également à exprimer toute mon admiration à la professeure et académicienne Françoise Briquel-Châtonnet, qui sans hésitation ni faille a soutenu ce projet et qui l'a rendu possible par sa présence à nos côtés. Chère Françoise, votre personnalité hors du commun et vos capacités scientifiques seront un atout précieux pour cette chaire. Je remercie également le professeur Roland Tombe, passionné par la Phénicie, qui met son immense expertise au service de la chaire. Merci, vraiment. Enfin, et bien évidemment, nous comptons sur l'assistance et l'engagement essentiel du Dr Maroun Khreish pour assurer le succès de cette chaire. On dit que la naissance d'une chaire est comme la naissance d'un enfant qu'on doit nourrir et soigner pour qu'il vive et prenne sa place dans le monde. Une de mes filles, Perry, est née le 28 mai. Drôle de coïncidence, isn't it? Nous sommes le 28 mai. C'est une nouvelle naissance, cette chaire. C'est peut-être pour vous tous la naissance aujourd'hui d'un nouvel enfant que vous verrez grandir sous vos yeux en y portant votre pleine attention. Alors, prenez-en soin. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Un grand merci encore à Père Dakash, à Françoise et à vous tous pour votre présence aujourd'hui avec nous. Merci, Madame Chalabi. J'ai le plaisir de demander au professeur Roland Tombe de prendre la parole. Le professeur Tombe, comme vous le savez déjà, est doyen honoraire de la faculté de médecine de l'USJ, mais il est aussi chercheur en langue sémitique. C'est à ce titre qu'il a été l'initiateur de cette chaire et qu'il préside actuellement son comité d'orientation. Bonsoir tout le monde, je vous salue tous en vos titres et qualités. On va parler d'histoire antique, mais moi je vais parler un peu d'histoire moderne. Lors de la proclamation du Grand Liban en septembre 1920, les Phéniciens reviennent en force dans le débat politique qui agite le pays et la région. Il y avait les partisans d'un grand État arabe, ceux d'une grande Syrie, ceux du Grand Liban, et aux idéologies en vogue telles le syrianisme ou l'arabisme, s'ajouta le phénicianisme. Ce dernier courant est animé par des intellectuels francophones, généralement chrétiens, réunis autour de la revue phénicienne fondée par Charles Corbe. Ils promeuvent un nationalisme libanais exclusif et affirment que les Phéniciens
sont les ancêtres des Libanais modernes, indépendamment de leurs attaches confessionnelles. Cette thématique permet d'insister sur la vocation humaniste et culturelle du Liban à travers des ancêtres réputés pour être les pères de l'alphabet ainsi que de talentueux commerçants. Ce phénicianisme prend de l'essor dans la mesure où il peut cristalliser et justifier une identité nationale spécifique non fondée sur la religion et bien distincte des identités arabes ou syriennes. Durant les années 40, le Liban devient un fait accompli. La terminologie phénicienne fait son entrée dans le narratif national libanais et devient une part bien établie de la formation de l'entité libanaise. Des intellectuels musulmans comme Omar Fakhouri ou même Abdallah Alayli, l'un des plus éminents linguistes du monde arabe, insisteront sur le fait que la nation libanaise commence avec les navigateurs phéniciens, mais c'est des Phéniciens qu'ils arabiseront en quelque sorte. Salim Abou, qui deviendra dans les années 2000 le champion de la résistance contre l'occupation syrienne, avait écrit un ouvrage dans lequel il avait fait de l'idéal phénicien le symbole de la réussite de la formule libanaise. Est-ce qu'elle a vraiment réussi? C'est une autre histoire. Au XXIe siècle, les débats politiques changent complètement de registre. Les ismes d'antan, phénicianisme, syrianisme, arabisme, ne constituent plus des enjeux. Le monde dit arabe n'a même plus une unité de façade. Toutes ces idéologies semblent avoir rendu l'âme, sauf l'islamisme, qui connaît plusieurs avatars. Le phénicianisme, remisé au rang d'une curiosité folklorique, a perdu son lustre d'antan et a complètement disparu des débats. Peut-être n'a-t-il plus de raison d'être, ayant presque atteint son but ultime, la fondation de l'État libanais. Mais l'héritage phénicien, lui, est tellement ancré dans les esprits que ces symboles ont réapparu sur les timbres libanais, sur les billets de banque libanais, sur les noms des sociétés, des projets étatiques comme Elissar, des hôtels comme Phénicia et Ahiram, des lycées comme Melqart et Kadmos. Et ces dernières années, une banque prend le nom de Phoenicia Bank et une nouvelle université s'implante au sud, Phoenicia University, deux initiatives musulmanes chiites. Nous sommes à des années-lumière de l'exclusivisme chrétien et maronite. Beyrouth redécouvre ses vestiges cananéens et phéniciens. On instaure une journée de l'alphabet. Des cours optionnels d'épigraphie phénicienne connaissent un franc succès à l'université Saint-Joseph. Le phénicianisme n'est heureusement plus un enjeu politique, n'est plus un enjeu idéologique, mais le passé phénicien est une composante assimilée et assumée de notre pays. Cela dit, au Liban, la patrie des Phéniciens, l'intérêt académique pour les études phéniciennes manque cruellement. Celles-ci connaissent un essor considérable dans les universités européennes, américaines et autres, sans parler de ceux qui, pas très loin de chez nous, essayent d'accaparer notre héritage. Les publications sur les Phéniciens se multiplient, les colloques essaiment dans le monde entier, mais malheureusement le Liban reste à l'écart de cet engouement extraordinaire pour la culture phénicienne. C'est pourquoi cette chaire a été créée au sein de l'Université Saint-Joseph afin de promouvoir, par l'éducation et la recherche, la connaissance de la civilisation, de la langue et de l'histoire phénicienne. Elle a pour but aussi de nouer des liens entre les spécialistes libanais eux-mêmes ainsi qu'avec la communauté scientifique internationale pour mettre en valeur les recherches faites dans tous les domaines des études phéniciennes. Madame Françoise Briquel-Châtenay sera titulaire de la chaire. Elle sera assistée par un directeur exécutif, M. Maroun Khresh, par un comité scientifique international, par un comité d'orientation, ainsi qu'un comité d'honneur. Très rapidement, le plan d'action sera le suivant. 1. Un cycle de conférences annuelles, peut-être 3 ou 4 par an. Une visite de conférence une fois par an sur un site phénicien. Des cours
en partenariat avec des établissements scientifiques libanais et avec l'Institut français du Proche-Orient. Un site web consacré aux activités de la chaire, une newsletter électronique, une table ronde rencontre une fois par an pour les chercheurs libanais ou travaillant au Liban, et j'espère un congrès organisé dans un délai de 3 ou 4 ans. Avant de présenter Mme Brickell-Châtenay, je souhaite remercier nos donateurs, Mahal Khalil Chalabi, Jamil Baz, Alexis Habib, Camille Abou Sleiman. J'aimerais remercier aussi la Fondation USJ avec à sa tête Cynthia Robril-Andrea qui nous ont beaucoup aidés à faire aboutir ce beau projet. Je remercie aussi Espicom avec à sa tête Christine Armeira Wazan. Et je n'oublie pas de remercier notre hôte, Joseph Rustom, qui, le premier, a eu l'idée d'accueillir cette chaire au sein de la Bibliothèque orientale. Après cette longue introduction, je me dois de présenter notre conférencière de ce soir, qui est aussi la titulaire de notre chaire, Françoise Brickell-Châtenay. Beaucoup dans cette salle la connaissent parce qu'elle a consacré sa vie d'universitaire et de chercheur à notre patrimoine oriental, notamment dans ses volets phéniciens et syriaques. Moi-même, j'ai eu la chance d'être son élève pendant plus de 4 ans de suite, et c'est vraiment elle qui m'a initié à l'épigraphie phénicienne et introduit dans ce monde des études phéniciennes. Ancienne élève de l'École normale supérieure des jeunes filles, elle est agrégée d'histoire, docteur en histoire, directrice de recherche émérite au CNRS et membre de l'Institut de France, membre de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres. Historienne et épigraphiste, elle a pratiquement étudié toutes les langues orientales anciennes, pratiquement toutes. Je ne vais pas les énumérer, mais c'est surtout focalisé sur l'histoire du Levant au 1er millénaire avant Jésus-Christ, ainsi que sur l'histoire des royaumes phéniciens, sur l'histoire de l'écriture, sur la lexicographie phénicienne, sur la religion phénicienne et beaucoup sur les rapports entre la culture grecque et la culture phénicienne à l'époque hellénistique, sur le bilinguisme et les rapports entre les langues. Elle a participé à plusieurs campagnes de la mission archéologique sur le site syrien de Tel Kazel, l'ancienne Simira, qui fut une ville phénicienne. Elle a publié des inscriptions inédites et proposé de nouvelles interprétations des inscriptions connues. Elle ne manque d'ailleurs pas de projets en ce sens et travaille maintenant sur les nouvelles inscriptions phéniciennes découvertes à Larnaca. Pour ceux qui ne le savent pas, Larnaca, l'ancienne Kition, qui fut aussi un royaume phénicien. Françoise Brickell-Châtenay, la parole est à vous. Chers amis des Phéniciens, cette expression m'évite de faire des impairs en oubliant quelqu'un. Permettez-moi d'abord d'exprimer mon bonheur d'être là ce soir pour l'inauguration de cette chaire, un projet longtemps désiré et mûri et qui a demandé détermination, énergie et vision. C'est un projet qu'a caressé depuis longtemps et avec une grande constance notre ami Maha El Khalil Chalabi et qui s'est concrétisé grâce à l'action inlassable de Roland Tombe qui pourrait bien mériter le qualificatif de Phénicien d'honneur et à la décision du recteur, le père Salim Dakash et du conseil de l'université. Maroun Reish porte aussi ce projet dont il m'a parlé pour la première fois il y a plus de 3 ans. Il en a élaboré le texte fondateur et s'est investi avec enthousiasme dans sa mise en œuvre. Vous le savez maintenant, un comité d'honneur, un comité d'orientation et un conseil scientifique ont été créés, mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les collègues pressentis ont accepté avec enthousiasme de rejoindre l'aventure. Permettez-moi aussi de dire
combien je me sens honorée que le recteur, le père Dakache, m'ait confié le soin d'être la première titulaire de cette chaire. C'est une reconnaissance qui me confond, mais aussi qui m'oblige. Et j'en accepte la charge avec enthousiasme. Mon but sera d'être au service de tous ceux qui voudront apporter leur pierre et participer au programme, de mettre toute mon énergie au service de ce projet. À l'occasion de l'inauguration de cette chaire, il faut bien définir quel en sera l'objet, c'est-à-dire les Phéniciens. Vous remarquez que cette présentation que je vous fais aujourd'hui s'intitule « Qui étaient les Phéniciens ?» et non pas « Qui sont les Phéniciens ?» Je me place délibérément sur le plan de l'histoire et non de l'identité que peuvent revendiquer certains. C'est leur choix. Mais il s'agit bien de chercher à définir une culture portée dans l'Antiquité par les habitants d'une région dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, qui étaient les Phéniciens ? Je pars du postulat de base qu'il y a bien eu des Phéniciens. Je le précise car je sais que certains d'entre vous me soupçonnent de penser qu'il n'y a jamais eu de Phéniciens. Autant être clair. Si tel était le cas, je ne vois pas pourquoi j'aurais assumé la charge de faire vivre une chaire d'études phéniciennes. Quand j'ai commencé mes études sur le monde phénicien, la guerre civile venait d'éclater dans ce beau pays. La recherche y a été empêchée, alors qu'en Tunisie, l'UNESCO lançait un appel pour la sauvegarde de Carthage, que l'Italie, sous l'impulsion de Sabatino Moscati, multipliait recherches, fouilles, programmes et publications sur les Phéniciens et les Puniques, et que l'épanouissement culturel qui a suivi la fin du régime franquiste en Espagne a amené une explosion des fouilles sur les sites, notamment phéniciens. On avait alors l'impression que le monde phénicien avait les contours du bassin occidental de la Méditerranée. Et les publications le montraient bien, y compris les cartes qui mettaient la côte phénicienne au bord de la carte du monde phénicien. Et vous irez voir tous les livres, vous avez sur la Phénicie, le Liban est au bord de la carte, et pas au centre. Pour moi, pourtant, le monde phénicien a toujours été avant tout cette région, le Mashrek, et la culture phénicienne, une culture profondément orientale, ancrée dans tout ce monde sémitique du Proche-Orient. Même si je n'ai pu venir au Liban pour la première fois que longtemps après avoir entrepris mes études, et bien après la fin de ma thèse, et ce, grâce à mon amie le docteur Leïla Badr, que je voudrais aussi remercier ici, c'est elle qui m'a introduite en Syrie puis au Liban, j'ai toujours plaidé pour accorder de l'importance à la mère patrie du monde phénicien. On sait que vers la fin de l'époque hellénistique, le phénicien a sans doute cessé d'être parlé, puis écrit, que l'usage s'en est perdu et qu'il y a eu une rupture dans la transmission, à la différence de ce qui s'est passé pour la culture grecque ou la culture romaine. Pourtant, les Phéniciens ne sont jamais sortis de l'horizon du monde savant. Et je n'en citerai qu'un exemple parmi d'autres que j'ai découvert récemment. L'érudit de la Renaissance, Flavio Biondo de Mantoue, en Italie, qui a écrit en 1459 un ouvrage, Roma Triumphans, Rome triomphante. Quelques années après la chute de Constantinople, il veut présenter la Rome pontificale comme la seule héritière de l'Empire romain, et aussi triomphante que ce dernier. Il brosse donc un parallèle entre les deux, le pape ayant la charge de consul et les cardinaux prenant la place des sénateurs, par exemple. Il file la comparaison tout le long.
Le premier livre de l'ouvrage, en 10 volumes quand même, commence par brosser rapidement le portrait des anciennes religions. Et après la religion des Égyptiens, il évoque en 3 pages celle des Phéniciens avant la religion grecque. À cette époque donc, je rappelle le XVe siècle, les Phéniciens étaient considérés comme un des grands peuples de l'Antiquité. Il commence « Intéressons-nous à la théologie des Phéniciens, les inventeurs de l'alphabet », insistant ainsi sur ce qui, depuis Hérodote, a été considéré comme l'apport majeur des Phéniciens. Sa description de la religion est fort peu flatteuse. Et je cite, « Un seul exemple de leur inconséquence permet d'établir que la religion phénicienne était incohérente et grotesque. » Excusez-moi. En fait, il évoque un prétendu culte du serpent. Il n'empêche, Biondo la retient, cette religion phénicienne, parmi les 3 seules religions de l'Antiquité dont il parle. En fait, les connaissances de Biondo sont celles d'un lettré qui connaît la littérature ancienne, surtout grecque pour les Phéniciens en Orient. Il reproduit une image qui est véhiculée sans grande variation depuis Homère jusqu'au roman grec de l'époque romaine. La fréquentation assidue des Phéniciens par les Grecs pendant tout le premier millénaire, et surtout à l'époque classique et hellénistique, n'a guère changé cette image figée depuis l'origine. Les Phéniciens sont les inventeurs et les transmetteurs de l'alphabet. Des artisans habiles dans le travail des métaux et des textiles et la teinture de pourpre. Des marins expérimentés, des commerçants avisés mais peu fiables et volontiers retors. Des pirates qui pratiquent une religion bizarre et des cérémonies barbares. Pour le reste, des gens fort peu exotiques qui sans doute savent le grec puisqu'il n'est jamais fait mention de la difficulté à se comprendre ou des besoins d'interprètes. Dans les romans grecs, quand quelqu'un va en Inde, il a besoin d'un interprète. Quand il va en Phénicie, il parle grec sans problème. Seuls Sidon et Tyr sont évoqués. C'est donc une image stéréotypée qui se reproduit plus ou moins des plus anciens textes, à savoir Homère, plus anciens textes grecs, jusqu'au déchiffrement de l'alphabet phénicien au XVIIIe siècle. Et malgré cette image assez peu flatteuse, la fascination est bien là. Biondo choisit de les évoquer. Il n'évoque pas les Mésopotamiens. On peut noter aussi que dès la découverte des cipes de Malte, dont la première version de l'inscription fut tout de suite reconnue comme phénicienne, on tenta d'en déchiffrer l'écriture, signe de la fascination qu'exerçaient les Phéniciens. Le déchiffrement de leur écriture par l'abbé Jean-Jacques Barthélemy en 1758, la publication du premier recueil d'inscriptions par Wilhelm Gesenius en 1837, qui fournit aussi la première étude sur la langue phénicienne, la mission de Phénicie commandée par Napoléon III à Ernest Renan, nous avons vu les planches tout à l'heure, mission qui est un écho de la mission d'Égypte de Napoléon Ier, c'est quand même pas rien, témoigne encore de cette fascination, en même temps qu'il marque une nouvelle approche, fondée cette fois sur les restes propres de la civilisation phénicienne. Qui étaient-ils donc et comment peut-on les cerner? Pendant longtemps, la réponse a semblé simple. Les Phéniciens étaient les habitants de la côte du Levant, grosso modo entre Arwad et Tyr, à l'âge du fer, c'est-à-dire entre à peu près 1180, époque de l'arrivée des peuples de la mer, et la conquête d'Alexandre, ou même jusqu'à l'Empire romain. Mais peu à peu, on s'est aperçu que cette définition, cette dénomination simple, posait de multiples questions. La première est qu'il n'y a pas d'unité politique, puisque la région était organisée en cités-États, gouvernées chacune par son roi. Arwad, Byblos, Beyrouth, Sidon, Tyr. Chaque cité, ou plutôt dans l'état de notre documentation,
qui pour l'âge du fer est essentiellement formé d'inscriptions royales, chaque dynastie royale était protégée par ses propres dieux. Ces cités ont mené chacune un jeu politique propre, vis-à-vis par exemple de l'Empire assyrien en expansion, comme elle l'avait déjà fait au XIVe siècle vis-à-vis de la tutelle égyptienne, comme en témoignent les lettres d'El-Amarna. Certes, on peut invoquer le parallèle du monde grec, qui était aussi divisé en cités souvent ennemies. Mais les Grecs se reconnaissaient comme un peuple. D'abord, ils avaient un nom pour se désigner collectivement. Athéniens, Thébains ou Spartiates se définissaient comme Grecs. Ensuite, ils avaient conscience que malgré des différences dialectales, le ionien, le dorien, ils parlaient la même langue, dont l'usage les distinguait des autres, les barbares. Les barbares, c'est ceux qui ne parlaient pas grec. Donc le monde était divisé en deux, les Grecs et les barbares. Enfin, ceux qui parlaient grec et ceux qui parlaient barbare. Et enfin, ils se retrouvaient lors de cérémonies dans des sanctuaires communs, qualifiés de panhelléniques, toute la Grèce, comme Delphes ou Olympie, et de jeux périodiques où s'affrontaient les champions de toute la Grèce. C'était même la première Olympiade qui marquait le début de l'ère chronologique commune à tous les Grecs. Rien de tel ne nous est connu pour les Phéniciens. Ils ne disposaient pas d'une ère commune, puisque, comme dans tout le Proche-Orient avant l'arrivée d'Alexandre, la datation se faisait en années de règne du souverain. Je vous renvoie à l'inscription d'Eshmunazor, en la 14e année du règne d'Eshmunazor, roi des Sidoniens. On ne connaît pas de mots communs dont ils auraient usé pour se définir. Dans les inscriptions phéniciennes émanant de particuliers, qui se multiplient à l'époque hellénistique, l'ethnique ou l'origine qu'ils affirment est toujours une cité. L'un se dit sidonien, l'autre homme de Kition, ou encore un autre d'Ascalon. Et dans le livre des rois, l'architecte Hiram est qualifié de Tyrien. L'ethnique phénicien, appelé phénicien, est un mot grec que l'on ne trouve jamais dans les textes phéniciens. Son origine et son sens sont discutés. Il est totalement improbable que Phoenix désigne ici le palmier, un arbre qui est caractéristique des oasis du désert et qui n'est pas natif du Liban. Mais la couleur rouge, puisque Phoenix en grec veut aussi dire rouge, ne semble pas non plus un appellatif très satisfaisant, même si certains ont établi un lien soit avec la pourpre, qui était une spécialité artisanale de la région, soit plus souvent avec un supposé teint bronzé de ses habitants. Le lien linguistique avec d'insaisissable Fenkou, mentionné dans un texte égyptien, n'est pas déterminant. On ne sait donc pas pourquoi les Grecs ont nommé ainsi les habitants de la côte orientale de la Méditerranée. Mais il reste que cette appellation correspond à une vision collective plaquée de l'extérieur par les Grecs. On admet souvent que c'est sous le nom de Cananéens que les habitants de la côte phénicienne se désignaient eux-mêmes. Quelques documents tardifs permettent de le penser. Ainsi, saint Augustin mentionne des paysans de son pays, donc l'Afrique du Nord, enfin l'Algérie et Tunisie, qui se disaient encore cananéens de son temps. Le fait que le même terme est repris dans une inscription sur une stèle du sanctuaire punique d'El Ofra en Algérie montre qu'il ne s'agit pas d'un qualificatif tiré de la Bible, ce qu'on aurait pu supposer dans la bouche de saint Augustin. Sur le monnayage de Beyrouth, émis à partir d'Antiochos IV, Beyrouth est qualifié de « en Canaan », expression qui se veut l'équivalent du nom grec de la ville, Laodicée, qui est en Phénicie. Ce qui implique qu'au IIe siècle, une équivalence était connue entre Canaan et Phénicie. Canaan est donc probablement le toponyme local désignant la région. Mais il a une extension plus large que ce que nous appelons Phénicie, s'étendant aussi sur toute la côte du Levant Sud.
Dans le texte biblique, les Cananéens forment la population autochtone, celle avec laquelle les Israélites sont en interaction. En revanche, le toponyme ne s'étend pas au nord du Nar el-Kébir. Au-delà du fleuve, commençait Amouroux, alors que les villes de Arwad, Sianou, Simira sont bien phéniciennes. Donc Canaan ne correspond pas géographiquement exactement à ce qu'on a l'habitude d'appeler Phénicie. Cela pose la question des limites géographiques du monde phénicien. Hérodote faisait commencer la Phénicie au nord au golfe d'Alexandrette. Et lui-même, comme Strabon ou Procope, on traçait la frontière sud à la frontière de l'Égypte. De fait, il est difficile de situer une frontière nord du monde phénicien qui incluait au moins Arwad, où on a trouvé des inscriptions phéniciennes, et Sianou, dont le roi avait un nom phénicien. On le connaît par les annales assyriennes. Mais on ne sait pas si plus au nord, on est en culture phénicienne ou araméenne. De la même façon, la limite entre monde phénicien et monde araméen n'est pas tracée de façon sûre vers l'est. Au nord, le Djabal Ansarieh marque sans doute cette limite, la vallée de l'Oronte appartenant clairement à la sphère araméenne, avec Hamad ou Karkar. Mais plus au sud, on peut se demander si c'était le Liban ou l'anti-Liban qui séparait les zones d'influence de ces deux cultures. Si on admet que le royaume de Samsi-Muruna, qui est mentionné dans les annales d'Assaradon, dans son itinéraire entre Arwad et Ammon, royaume ammonite, si donc ce royaume était situé dans le nord de la plaine de la Beka, comme on le pense, le nom Abibal, porté par son roi, qui est typiquement phénicien, plaiderait pour une présence phénicienne dans la Beka, ce que conforterait le nom même de Baalbek. Cependant, il est bien possible que la partie méridionale de la Beka ait été sous le contrôle des rois de Damas, au moins à l'époque de Khazaël et Baradad, c'est-à-dire au IXe siècle. Au Levant sud, on est clairement sur la côte en monde phénicien. L'inscription de Gézer, qui est souvent revendiquée comme la plus ancienne inscription en hébreu, est en fait en phénicien. Et ça, c'est mathématique, les traits linguistiques le prouvent. Comme celle du roi d'Écrone, cité philistine, qui est en phénicien et qui a la même phraséologie que les inscriptions de Byblos. À l'époque hellénistique, l'inscription d'Antipatros l'Ascalonite, qui fut dévoré par un lion, est en phénicien. Tout au plus peut-on dire que les cités philistines gardent des traces dans l'onomastique. Je parlais de l'inscription des crônes, le roi s'appelle Akayouche, ça veut dire achéen en fait, comme dans certains noms de divinités, sa déesse s'appelle Pithogaïa. Donc les cités philistines gardent quelques traces de la culture apportée par les peuples de la mer. Chronologiquement aussi, la culture phénicienne n'apparaît pas à l'âge du fer, à la fin du 2e millénaire. Byblos est attesté dans les sources égyptiennes dès le 4e millénaire, on le sait. Au début du 2e millénaire, les noms de 2 rois de Byblos sont connus par des inscriptions en hiéroglyphes égyptiens sur des bijoux retrouvés dans les tombes royales. Vous allez voir au musée. Ces noms, tels celui d'Abishemou, son nom est mon père, ont déjà des formes classiques de l'onomastique phénicienne, telle qu'elle est connue un millénaire plus tard. Au XIVe siècle, avant Jésus-Christ, la correspondance passive du pharaon Akhénaton, retrouvée lors des fouilles de sa capitale à El Amarna, révèle la vie des cités qualifiées plus tard de phéniciennes. Si ces lettres sont écrites en cunéiforme logosyllabique et en langue babylonienne, la langue internationale de l'époque, de nombreuses erreurs de scribes laissent affleurer la langue parlée, qui, autant qu'on puisse la reconstituer, est très proche du phénicien. Par exemple, quand il dit « moi », au lieu de dire « Anna », comme on devrait dire en bon babylonien, il y en a un qui dit « Anakou ». C'est typiquement phénicien.
Et le roi de Tyr, Abimilcou, porte lui aussi un nom phénicien. Au XIIIe siècle, la correspondance entre Ougarit et les cités de Sidon ou de Beyrouth témoigne aussi de l'usage de termes phéniciens et pas ougaritiques dans les cités du Sud, et montre également la continuité du culte, puisqu'il est question d'un sanctuaire à Baal-Sidon, à Sidon. Une inscription en cunéiforme alphabétique sur une anse, trouvée à Sarepta, utilise un alphabet court de 22 lettres, alors qu'à Ougarit, c'est un alphabet long. Et sa langue et sa phraséologie sont déjà phéniciennes, même écrites en cunéiforme, ce n'est pas écrit en ougaritique. Donc ça témoigne là aussi de la présence de la culture phénicienne déjà dans la région. Tout montre donc qu'il n'y a pas eu de rupture, ni dans le système politique, ce sont les mêmes cités qui ont chacune son petit roi, ni dans la culture, la langue ou la religion entre le 2e millénaire, disons l'âge du bronze, récent, et le 1er millénaire, pour les cités que nous appelons phéniciennes. Ce qui est nouveau au 1er millénaire, et qui fait que l'historiographie a identifié à partir de ce moment-là des Phéniciens, est, nous l'avons vu, leur entrée dans la sphère d'échange avec les Grecs. À partir de ce moment-là, il y a des Grecs qui parlent de Phéniciens. Donc on a cru que les Phéniciens apparaissaient à ce moment-là à cause de ça. Mais aussi le développement de l'écriture alphabétique linéaire qui a permis que nous ayons accès plus largement à des textes écrits en phénicien, donc émanant des Phéniciens eux-mêmes. À partir de là, les Grecs parlent de phénicien et on a des inscriptions phéniciennes. Mais les Phéniciens existaient avant les Phéniciens que nos textes définissent comme tels. La fin du monde phénicien n'est pas plus facile à déterminer. L'époque hellénistique induit certes une nouvelle situation politique, qui se met d'ailleurs en place progressivement au fur et à mesure de la disparition des royautés locales. Mais c'est en même temps l'époque à laquelle les inscriptions en phénicien se multiplient et pour laquelle nous avons une documentation locale la plus abondante et variée, puisqu'elle émane aussi de particuliers. Avant, ce sont les rois, les seuls qui mettent ces inscriptions. Le monde phénicien est encore bien vivant, au moins en ce qui concerne la vie religieuse et les pratiques funéraires, jusqu'au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Si l'on admet qu'il n'y a pas eu d'unité politique du monde phénicien, il y a néanmoins des constantes culturelles. Dans la religion d'abord, les panthéons des diverses cités, et chaque cité et chaque dynastie avait son panthéon, présentent des points communs, dont le plus notable est sans doute le culte de la déesse Ashtarte, dont le nom fut hellénisé en Astarté. Le culte de cette déesse se développe au 1er millénaire, durant lequel la déesse remplace Anat. Et ses fonctions sont multiples, liées à la fécondité, ce qui lui a valu d'être la plupart du temps interprétée en grec comme Aphrodite, mais aussi liée à la guerre. Elle est largement invoquée dans la Bible, parfois au pluriel, les Astartés, comme objet du culte des Cananéens dans toute la terre de Canaan. Du côté masculin, l'appellation Baal est bien spécifique de la côte phénicienne et de ses diasporas. Mais il s'agit d'un titre et non d'une divinité particulière. Baal Shamim, le maître des cieux, Baal veut dire maître, est une divinité cosmique, tandis que le Baal Tsor, le maître de Tyr, a pour nom Milkart. Et le Baal Sidon est peut-être Eshmoun. La question est ouverte pour le Baal Goubal, mentionné dans l'inscription de Yerimilk, roi des Byblos. On connaît mal les temples, dont peu ont pu être fouillés, à part ceux qui remontent à l'époque perse, comme le sanctuaire de Bostanesher, près de Sidon, ou le petit temple à podium de Tyr. Le plan est surtout connu par celui de Sarepta et celui de Kition à Chypre. En dehors des sanctuaires urbains, on sait que des cultes étaient pratiqués dans la montagne,
mais chaque cité avait son propre sanctuaire d'arrière-pays. Bétocécé, Khon Soleiman, dans la montagne en face d'Arwad, comme Kadboun. Le sanctuaire de la source d'Efka, qui était lié à Byblos et au mythe d'Adonis. Beyrouth était en relation avec le temple de Der al-Kalaha, où on vénérait Baal Markod. Sidon avait dans son arrière-pays le sanctuaire de Bostan-Necher, dédié à Eshmoun, mais les inscriptions évoquent aussi un temple dans la montagne, parce que Bostan-Necher n'est pas vraiment dans la montagne. Chacun est lié à une cité particulière, ce ne sont pas des sanctuaires pan-phéniciens. Donc on notera qu'on a dans notre documentation aucune indication qu'il y ait eu, en monde phénicien, des sanctuaires communs, partagés par les différentes cités phéniciennes, à l'exemple des sanctuaires panhelléniques d'Olympie ou d'Elphes par exemple. Le culte et les rites eux-mêmes sont assez mal connus, essentiellement par le tarif cultuel de Marseille, trouvé à Marseille, qui est probablement celui du temple de Baal Tsapon à Carthage. Le rapprochement qu'on peut faire entre les sacrifices évoqués dans ce rituel et ceux qui sont connus par la Bible indique sans doute un système cultuel analogue sur toute la côte lévantine. L'expansion en Méditerranée est la plus connue, à la fois par les sources classiques, puisque cela a mis les Phéniciens en relation avec les Grecs en Méditerranée orientale et en Sicile, et avec les Romains en Méditerranée occidentale, et aussi connue par l'archéologie. C'est la quête des métaux, le cuivre de Chypre, le fer de Sardaigne et d'Étrurie, l'argent d'Espagne, l'étain des îles britanniques, qui en a été le moteur. Dès le IXe siècle, peut-être même avant, selon la tradition, qui fixe vers 1100 la fondation d'Utique dans l'actuelle Tunisie et de Gadès Cadix en Espagne, des comptoirs sont implantés de Chypre à l'Espagne et même à la côte atlantique, au Maroc et au sud du Portugal, en passant par le littoral de l'Afrique du Nord. Ces comptoirs se développent peu à peu en de véritables villes, dont plusieurs portent le nom de Kartradasht, Carthage ou Villeneuve. Elles sont d'abord régies par des gouverneurs, et on le voit dans l'inscription sur 2 bols de bronze pour la Carthage de Chypre, dédiée par un gouverneur qui se dit serviteur de Hiram, roi de Sidon, puis deviennent des entités politiques indépendantes, comme le royaume de Kition à Chypre ou la cité de Carthage en Afrique. Sous une forme différente, l'expansion phénicienne en Orient est tout aussi réelle. Dans le sud de l'Anatolie, dans la région de l'Amanus et de la Cilicie, des inscriptions en phénicien montrent une influence culturelle forte dans des milieux dont la culture est louvite, c'est-à-dire néo-hittite, ou araméenne. S'il ne s'agit pas ici de comptoirs phéniciens, la diffusion de la langue et de l'écriture implique des relations régulières et probablement la présence d'une communauté. La dédicace d'une stèle par un roi d'Alep au dieu phénicien Milkart a sans doute la même explication. En Assyrie même, des Phéniciens sont présents et des noms phéniciens sont mentionnés parmi les personnages importants de la cour assyrienne. La découverte du sceau de Abd Baal, conservé au Louvre, sous un des taureaux de Khorsabad, est peut-être la signature d'un responsable ayant assumé des charges dans la construction du palais de Sargon. Vers le sud, il est possible que des Phéniciens de Tyr aient participé à une ou à des expéditions israélites ou israélo-judéennes en mer Rouge, y apportant leur savoir en matière navale. On peut proposer une date au 8e siècle plutôt qu'à l'époque supposée de Salomon. Tout ça, c'est pour ça que moi j'ai toujours plaidé pour que les cartes du monde phénicien aient la Phénicie au milieu et pas au bord. Mais bon, j'ai pas encore réussi à gagner chez les cartographes. Ce phénomène d'expansion hors de son lieu d'origine, qui a permis notamment aux Phéniciens de venir à la rencontre du monde classique
et d'être le groupe le mieux connu des auteurs grecs et latins, et donc ensuite, nous l'avons vu, de la culture européenne, les caractérise sans doute le mieux dans l'esprit de beaucoup. Les Phéniciens sont considérés avant tout comme des marins, des marchands fondateurs de comptoirs commerciaux et de colonies. Mais il faut garder à l'esprit que ce fut l'ensemble formé par Tyr et Sidon qui fut acteur de cette expansion et de la colonisation. On le sait bien pour Kition, pour Carthage, par le mythe, et par le fait que les grands dieux vénérés à Carthage sont Eshmoun de Sidon et Milcarte de Tyr, et pour les comptoirs de Méditerranée. Mais c'est le cas en Orient aussi. Les inscriptions phéniciennes d'Anatolie sont rédigées en dialecte tyro-sidonien. La stèle d'Alep est dédiée au dieu de Tyr, Milcarte. Et selon la Bible, c'est avec Tyr qu'Israël fit affaire pour une expédition navale en mer Rouge. La seule exception se situe au nord de Chypre, à Lapétos, où une inscription phénicienne du tout début de l'époque hellénistique mentionne les dieux de Byblos qui sont à Lapétos. Donc il y a peut-être une petite expansion de Byblos juste de l'autre côté, au nord de Chypre. Paradoxalement, c'est peut-être dans l'art et la culture matérielle que se manifeste le mieux une culture propre aux Phéniciens. C'est un art ouvert aux multiples influences, au point que l'on a pu penser que la seule originalité de l'art phénicien est de ne pas être original du tout. Ça a même été dit et écrit. On admet maintenant que cet art éclectique, qui combine de puissantes influences égyptiennes avec d'autres de l'art proche-oriental ou égéen, a su créer des œuvres pourtant bien identifiables comme phéniciennes. Les échanges avec le monde araméen ou anatolien furent commerciaux, mais aussi artistiques. Les Phéniciens ont su également profiter du fait qu'ils étaient au croisement des routes entre l'Asie, l'Afrique et la Méditerranée pour mettre en œuvre différents matériaux et les exporter comme produits finis. C'est plutôt dans l'art de l'objet, petit et facilement transportable, donc adapté au commerce, que les Phéniciens ont excellé. Et les tributs phéniciens versés au roi d'Assyrie, comme les objets répandus à travers toute la Méditerranée, témoignent du succès de leurs œuvres. Les sceaux cachets qui servaient à sceller les papyrus, roulés par imposition sur une pastille d'argile, une bulle, d'où la bulle du pape, sculptés dans diverses pierres semi-précieuses, fournissent des milliers d'images, souvent combinées en registres superposés, où domine le motif de l'uréus. L'artisanat du bois, la fabrication du mobilier et de boiseries est particulièrement remarquable. Mais ces productions sont connues surtout, enfin essentiellement d'ailleurs, à travers des figurations. Le bois ne s'est pas conservé. Certains de ces objets en bois étaient incrustés de petites plaques figuratives gravées en ivoire. Elles ont été retrouvées en nombre à Samarie, mais aussi dans divers sites centraux, Nimroud ou provinciaux, Arslantash, du monde assyrien, où elles avaient été emmenées en tribu ou en butin. L'imagerie est inspirée de l'Égypte. Par exemple, un des thèmes qu'on revoit partout est la naissance d'Horus entre Isis et Nephthys, mais à travers une réinterprétation et une adaptation des motifs. D'autres ivoires sont ornés de motifs proprement phéniciens, comme celui bien connu de la Dame à la fenêtre, qui figure une tête féminine émergeant au-dessus d'une balustrade ornée de palmettes et inscrite dans un triple encadrement. Les plaquettes d'ivoire étaient parfois rehaussées d'or ou incrustées de verre ou de pierres de couleur. On distingue le style des ivoires phéniciens de celui des ivoires de fabrication syrienne par son interprétation différente des motifs égyptiens et sa particulière finesse. Des objets étaient aussi fabriqués en ivoire, des boîtes et des pyxides. Les Phéniciens se sont aussi illustrés dans l'art du métal, des bijoux, mais surtout des coupes métalliques historiées en bronze ou en argent, ornées de frises concentriques à la décoration ornementale ou figurative. Des scènes de guerre ou de chasse, des animaux affrontés, des paysages nilotiques, des sphinx, dans lesquels les motifs égyptiens
sont réinterprétées et recomposées. Revenons à notre question d'origine. Qui étaient les Phéniciens? Il y a bien eu des Phéniciens parlant une langue commune, même si des variantes sont évidentes. Ils ont eu une culture commune. Leur histoire ne doit pas être limitée au premier millénaire, car il n'y a pas de rupture historique, linguistique ou culturelle entre l'âge du bronze et l'âge du fer. L'extension du monde phénicien dans sa mère patrie est plus large que ce que l'on croit souvent, couvrant toute la côte levantine. Reste la question. Si les Phéniciens sont un groupe aux yeux des Grecs, et dans l'esprit des biblistes, et dans notre esprit, ont-ils eu conscience d'une unité, d'un destin commun, de former un peuple malgré les divisions politiques? Il est bien difficile de répondre à cette question, car la documentation écrite nous manque. Nous n'avons pas la même chose que la littérature grecque. On voit clairement qu'il n'y a eu aucune solidarité entre ces petits royaumes, pas plus face au pouvoir égyptien à l'époque d'El-Amarna que face au pouvoir assyrien au 8e et 7e siècle avant notre ère. Reprenons la comparaison avec les Grecs. Les Grecs, donc, leur unité était dans la langue qui les différenciait des barbares. Et le grec et les autres langues sont très différentes. La différence entre les dialectes phéniciens et les parlers voisins n'était pas de cet ordre. Et il n'est pas sûr qu'un habitant de Tyr ait eu l'impression que sa langue était plus proche de celle parlée à Byblos que de celle parlée à Samarie. Le samalien, écrit à Zingirli, donc en Anatolie, au sud de l'Anatolie, est probablement de l'araméen, mais avec plein de traits phéniciens qui montrent qu'il y a eu une sorte de continuum entre le phénicien et l'araméen, avec des endroits un peu entre les deux. Et on pourrait dire la même chose à Deir Allah, en Jordanie. Donc, parler phénicien n'était pas un critère qui différenciait absolument les voisins. Deuxième point de comparaison avec le monde grec, on ne connaît pas de sanctuaire commun, ni de fêtes religieuses pratiquées ensemble par les habitants de la côte phénicienne. Ils n'avaient pas d'aire commune. Mais nous devons en rester là. Trop de choses nous échappent. Ce ne serait pas plus fondé historiquement d'affirmer qu'il n'y a pas eu de conscience des habitants du monde phénicien d'appartenir à un seul peuple que d'affirmer qu'il y en avait une. Et on verra si la chaire d'études phéniciennes et les travaux que tout le monde fera ensemble permettront d'avancer sur cette question. Je vous remercie. Merci, Madame la titulaire de la chaire. Nous passons en ce moment à l'inauguration symbolique de la chaire qui aura lieu au 3e étage de ce bâtiment. Et vous êtes aussi cordialement invités à un buffet convivial à côté, en face du musée de préhistoire. Merci pour votre présence et bonne soirée.